Bien. Alors ici, donc, nous appelons l'Action française, et donc nous sommes tournés vers l'action, pas simplement pour entretenir entre nous une fort belle pensée, mais qui serait tout à fait stérile. Donc nous sommes tournés vers l'action, au service de la France. Et notre action, elle est essentiellement culturelle. Notre mission, c'est d'apporter à nos compatriotes, à nos contemporains, le message qu'il peut exister une autre façon de faire de la politique que celle qui les désole à longueur de temps. Et même si ce projet royaliste n'est pas, entre guillemets, à la mode, quoique, je dis souvent que les Français sont des royalistes qui s'ignorent, eh bien voilà, c'est ce travail que nous avons à faire, et l'action, elle est d'abord culturelle. Et dans cette perspective, en début d'année militante, je me suis dit que on pouvait insister sur un point, c'est que comme notre action est culturelle, il nous faut connaître les réflexions qui animent les grands débats qui traversent la société française. Et je ne vais pas trop me détacher de mes notes parce que sinon je vais être très long. Voilà. Et donc je voudrais vous parler aujourd'hui, dans une première partie, même si la deuxième sera beaucoup plus courte, de quelques intellectuels qui remettent aujourd'hui en perspective les atouts de la nation, qui affirment les atouts de la nation et qui la présentent comme une source d'avenir. Voilà. Alors, je vous propose d'abord donc de faire une analyse de ces débats. Ça vous dispensera éventuellement de lire ces livres, mais je vous conseille quand même de les lire si vous en avez l'occasion. Et puis ensuite, également, de les mettre d'en faire une conclusion politique. Parce que sinon, ça peut être un très beau débat, mais si ce débat il tourne sur lui-même et qu'il ne débouche pas sur une conclusion politique, eh bien, il ne sert à rien. Donc, cela complétera, cette réflexion politique complétera donc cette saine réflexion que certains intellectuels mènent sur la nation. Alors, j'aurais pu choisir d'autres personnes que ceux que je vais vous présenter. Bon, il fallait faire un choix, mais j'aurais pu, par exemple, vous parler, je vous le dis parce que ça peut vous intéresser de suivre ces débats, la réflexion que mènent aujourd'hui des gens dits de gauche, qui persistent à se dire de gauche, comme Michel Onfray ou comme Éric Nolot. Ça vous fait quelque chose, sinon vous me dites, sinon. Bon, je pense, mais enfin bon, on ne sait jamais. Ils viennent d'écrire d'ailleurs ensemble un livre qui s'appelle La gauche réfractaire, où il y a des perspectives intéressantes et où d'ailleurs ils se disent souverainistes. La revue de Michel Onfray, le Front populaire, se dit ouvertement souverainiste. Bon. Alors, non, ce n'est pas ces livres-là que j'ai choisis, c'est deux autres. Alors, je voudrais vous afficher les... Alors, il faut que j'appuie sur vous, là, pour que les... voilà. Bon, pour que vous voyez ces livres, je vais d'abord vous les présenter, puis après, voilà, c'est parfait. Donc, voici les intellectuels dont il va être question. D'abord, Mathieu Djessabar, peut-être que certains l'ont rencontré à Paris parce que... je crois qu'il a participé à un colloque d'AF à Paris. Bon, voilà, qui a écrit un livre qui s'appelle La Nation, chemin. Il y a une faute d'orthographe, mais peu importe, il ne faut pas le A. Chemin de l'universel. Bon, avec un point d'interrogation, mais enfin, n'en tenez pas compte parce que la réponse est oui. C'est ce qu'il demande dans son livre. Donc, La Nation, chemin de l'universel, et son sous-titre, c'est Sortir de l'impasse post-nationale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette utopie post-nationale qui serait une impasse? C'est ce qu'il explique et que je vais vous résumer. Voilà, c'est un homme qui est professeur à l'Institut d'économie et de management à l'Université de Nantes. Voilà, ça c'est le premier livre. Et le deuxième livre a deux auteurs qui l'ont écrit ensemble, mais chacun a traité une partie. Voilà. Donc Bernard Bourdin, qui est professeur de philosophie politique et spécialiste d'histoire religieuse, c'est d'ailleurs en réalité un dominicain, un prêtre dominicain, et Philippe Diribarne, qui est directeur de recherche au CNRS, économiste, anthropologue, et dont la réflexion depuis pas mal de temps porte sur la confrontation entre la volonté d'uniformisation du monde
de certains, et la diversité des peuples. Alors c'est très intéressant, on est tout à fait dans notre sujet. Voilà, donc dans une première partie, je vais vous faire une analyse, et puis, parce que ça pourra nourrir non seulement votre réflexion, mais votre militantisme, parce que c'est pas toujours facile de formuler ce que l'on veut dire, donc c'est intéressant de l'entendre dire, d'une manière ou d'une autre. Alors je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de choses que vous savez déjà et auxquelles vous êtes peut-être acquis, mais ça fait rien, je pense que ça peut vous aider. Bien, donc je commence cette première partie. Alors, d'abord, il faut voir quel est le contexte de ce débat qu'il y a actuellement sur la nation et qui affirme donc le retour de la nation. C'est ce que l'on appelle, ce contexte, c'est la théorie du dépassement des nations. On entendrait peut-être parler de cette expression, le dépassement des nations. C'est ce qu'on peut appeler aussi, ça veut dire exactement la même chose, le processus de cosmopolisation. Alors, de quoi s'agit-il? On peut remonter aux années 1990, quand la guerre froide prend fin. Voilà, le bloc de l'Est s'effondre, l'URSS, à son tour, après avoir perdu son empire, explose, et cela va favoriser l'expansion de ce qu'on appelle la mondialisation économique. Voilà, les flux économiques, etc. Les pays d'Europe de l'Est vont pouvoir participer davantage donc à cette mondialisation. Bientôt, la Chine elle-même rentrera à l'Organisation mondiale du commerce, à l'OMC. Voilà, donc ça accentue la mondialisation qui avait commencé déjà depuis longtemps. Je ne fais pas un exposé sur la mondialisation, ça serait trop long. Mais ça accentue cette mondialisation économique et marche de pair avec elle une globalisation culturelle. Et donc, c'est dans l'air du temps, tout le monde affirme, et nos politiques en premier, hélas, que la nation, eh bien, elle est promise à une disparition progressive, que les frontières devaient tomber et que les identités des peuples devaient s'effacer. Et cela pour céder la place à un nouveau monde, l'expression est connue, un nouveau monde, qui serait structuré par des formes de gouvernance nouvelles, notamment par des formes politiques supranationales, et que cette mondialisation heureuse apporterait la paix, la prospérité, et même l'imbécile de service, qui était un Américain, dont j'avais parlé la dernière fois là, quand j'étais venu, Fukuyama, parle même de fin de l'histoire. Voilà, tout baignera, ça sera les échanges, il n'y aura plus de conflits, il n'y aura plus... Voilà, ça serait... Bon, alors belle perspective, mais on est obligé de dire qu'ils se sont mis le doigt dans l'œil et puis profond. Bon, donc ça c'est ce qu'on appelle l'utopie post-nationale. Et une vision après les nations, le dépassement des nations, et quand Detje Sabar parle d'impasse post-nationale, bien c'est de l'impasse de cette utopie que je viens de vous résumer. Bon, à vrai dire, cette mondialisation avait commencé avant les années 90. Ça avait commencé plus tôt, ça avait commencé après notamment la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait eu cette nouvelle utopie, celle de l'unification du monde comme remède à la tragédie guerrière qui avait endeuillé le monde lors des deux guerres mondiales. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après la guerre froide, le moteur de cette mutation, ça a été la mondialisation économique qui s'est étendue. Voilà, les flux économiques, les modes de consommation ont entraîné une globalisation culturelle. Voilà. Alors, maintenant, j'en viens à... Ça, c'est le contexte. J'en viens donc à l'analyse du premier auteur. Alors, Detje Sabar rappelle tout d'abord que le grand penseur du processus de cosmopolisation, ça a été un homme qui s'appelle... Ah, ça a disparu à nouveau. Non ? Voilà. Ça devrait apparaître, non? Mais ça apparaît... Oui, voilà. Ulrich Beck. Alors, ça vous dit rien, mais peut-être, mais il faut le connaître. C'est un nom qu'il faut connaître. Ulrich Beck. Alors, c'est qui cet Ulrich Beck? Bon, c'est un sociologue allemand, ça peu importe. Et Beck explique, j'allais dire presque constate, que nous sommes de moins en moins marqués par une culture nationale. Voilà.
du fait qu'on regarde des westerns, qu'on lit des mangas, qu'on regarde des séries américaines, enfin oui, qu'on mange des pizzas italo-américaines, etc. Oui, ce genre de choses. Donc on est tous métissés culturellement. Bon, en quelque sorte. Il ne dit pas comme ça, mais pour vous faire comprendre. Bien. Alors, il constate ça, du fait de la virtualisation de la globalisation de la culture populaire, fait qu'on est moins marqué qu'autrefois par des identités nationales. Et que cela entraîne une profonde recomposition, donc, des identités, des représentations, des modes de vie. Et du coup, il va utiliser un mot pour qualifier ce qu'est la nation. Et pour lui, la nation ne survit que comme, comprenez bien l'expression, retenez-la éventuellement, que comme concept zombie. C'est un concept zombie, c'est-à-dire qu'il est déjà mort, comme un zombie. Vous voyez, la nation, pour lui, c'est un concept zombie. Bon. Voilà, donc c'est une réminiscence à la nation d'un passé révolu, mais qui est révolu, qui est mort. Et son raisonnement va évidemment s'étendre, après cette constatation, à la sphère politique. Puisque la nation est dépassée, dans quel cadre peut-on continuer à faire de la politique, puisque la nation est dépassée ? Et son raisonnement, donc, dit que puisque les enracinements territoriaux et culturels sont de moins en moins profonds, eh bien, donc il faut dépasser ce cadre national et que la politique, donc, doit s'inscrire dans un cadre qui soit post-national, autour de projets concrets, communs, à des personnes appartenant à différents pays. Donc ça, c'est la trouvaille d'Ulrich Beck. Concept zombie pour la nation. Ça va? Bien. Il faut connaître. Bien. Et alors, j'en viens à un deuxième penseur, lui aussi allemand, c'est pas rien, hein, lui, un philosophe allemand, qui s'appelle Jürgen Habermas. Voilà, dont on croise davantage son nom, là. Jürgen Habermas. Alors lui, justement, il va réfléchir sur ce cadre post-national dans lequel il faut désormais penser la politique, puisque la nation est dépassée. Voilà. Alors, lui, c'est une autre expression qu'il faut connaître, une autre formule. Selon lui, la politique devrait désormais s'organiser autour de ce qu'il appelle, lui, le patriotisme constitutionnel. Le patriotisme constitutionnel. C'est-à-dire qu'il faut dissocier la citoyenneté de la nation, de l'identité nationale, puisque la nation est dépassée. Voilà. Donc on peut imaginer, dit-il, des démocraties délibératives dans un cadre donc supranational qui dépasse la nation, autour de projets qui mettent des personnes très différentes et appartenant à différentes anciennes nations. Voilà. Et bien sûr, Habermas pense à ce qui est le plus actuellement affiné à ce point de vue, selon lui, qui est l'Union européenne. Et d'ailleurs, je vous signale que Habermas est considéré comme le penseur philosophique de l'Union européenne. C'est le philosophe de l'Union européenne. Donc, pour Beck et pour Habermas, la nation est un concept zombie, une vieillerie, qui est dépassée à la fois sur le plan culturel et sur le plan politique. Et que donc il faut imaginer d'autres formes de patriotisme en se référant à d'autres attachements que la nation. Avant d'aller plus loin, cette formulation, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà pour nous, ça nous semble absurde et ça nous semble coupé de la réalité. Hein, parce que le monde, l'Europe reste une mosaïque de culture et d'identité, etc. Bon, pas développer ça. Mais il faut bien comprendre que, hélas, ça a pénétré toute la classe politique. Et pas simplement les gens les plus internationalistes, a priori, de gauche ou que vous voulez, y compris les gens de droite. La fois dernière, là, pour ceux qui étaient là, quand j'avais fait une conférence sur la géopolitique, je vous avais cité, je vais refaire cette citation, Dominique de Villepin. Parce que Dominique Villepin, vous voyez, c'est celui qui peut apparaître comme étant un des plus nationalistes, qui a donné son coup de menton, là, très heureux, au Conseil de sécurité à une certaine époque. Donc celui qui apparaît, vous voyez, culturellement, qui peut apparaître culturellement comme un patriote français, un nationaliste. Et bon.
bien, dans un livre qui s'appelle Les requins et la mouette, il écrit ceci: la nouvelle Constitution européenne, c'était juste avant il avait écrit ce livre juste avant le référendum sur la Constitution européenne, qui a emporté le nom, comme vous le savez, en France. Bon. Mais lui, il écrivait, il était pour. Hein. La nouvelle Constitution européenne fait lever l'espoir d'un patriotisme constitutionnel tel que l'enseigne Jürgen Habermas. Donc vous voyez, ne pensez pas, si vous trouvez ce que je suis en train de vous expliquer sur ces penseurs, que c'est un peu fou, que ça ne peut séduire que quelques esprits égarés, ne pensez pas, parce que, hélas, c'est ça qui imprègne notre classe politique, de gauche ou de droite, voilà, au moins depuis Giscard. Bon. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la théorie du dépassement des nations, qui nous a amené à un âge, soi-disant, post-national. Ça, c'est la théorie. Eh bien, j'en viens maintenant en réalité, et c'est tout le propos de l'auteur, du premier auteur dont je vous ai parlé, c'est que lui, il constate, lui aussi, mais il constate que l'histoire ne se passe pas du tout comme prévu par ces penseurs. Voilà. La réalité ne confirme absolument pas cette théorie. D'une part, et je vais le développer, et on en reparlera si vous voulez, d'une part, des peuples et des nations résistent de manière en quelque sorte inattendue pour eux à l'effacement de leur singularité culturelle et à l'effacement de leur souveraineté politique. Et d'autre part, le monde post-national se heurte aujourd'hui à des défis qui sont insolubles en dehors du cadre national. Donc ça ramène, c'est ça le retour de la nation. Vous voyez, la résistance des nations, d'une part, et puis le constat que certains défis, certains enjeux aujourd'hui importants ne peuvent se réduire hors du cadre national. Voilà, sans la nation, il y a une panne de substances communes, il y a la panne provoquée par le multiculturalisme, par l'immigration, par l'effacement même de la figure du citoyen, etc. Je vais reprendre un peu ça. Oui, c'est ça l'argumentation. Alors d'abord, la nation résiste. Alors je vais un peu vite. C'est par exemple, les Anglais ont retrouvé leur pleine souveraineté avec le Brexit. Voilà, on peut dire tant pis, on peut dire tant mieux, c'est un fait, ils l'ont voulu, ils l'ont voté. Bon, bien, ils ont retrouvé leur souveraineté. Les deux Allemagnes, ça, c'est un peu plus loin, mais quand même, les deux Allemagnes, elles ont fait une réunification rapide et avec succès. J'aime bien la formule, je vous la donne, d'Hilaire de Crémier, le directeur de Politique Magazine, qui, lorsqu'il traitait cette question de l'Europe, faisait toujours un parallèle entre la politique de nos politiques français depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et puis l'Allemagne. Il disait l'Allemagne, elle avait pour but refaire l'Allemagne. Et son moyen, c'était l'Europe. Nos politiques français, ils avaient pour but l'Europe. Vous voyez ? Et le moyen, c'était sacrifier ce qu'il fallait de la France. Vous réfléchirez, vous pouvez étudier ce qui s'est passé depuis 1945 au niveau des politiques européennes, allemandes et françaises, pardon, et vous verrez que ça colle parfaitement à ce triste schéma pour nous. Bon, eh bien l'Allemagne, elle a refait sa nation. Voilà, elle a refait sa reconstruite, et puis avec succès. Voilà. Et là, il y a... Et très rapidement, contrairement à la construction laborieuse de l'Europe depuis 60 ans. Et vous voyez dans quel état elle est aujourd'hui. On voit aussi beaucoup de pays d'Europe, notamment d'Europe centrale, qui, malgré leur appartenance à l'Union européenne, défendent leur souveraineté. Si vous voulez, on y reviendra. Je pense à la Pologne, je pense à la Hongrie, voilà. Et puis d'autres pays plus récents. Il y a les consultations récentes électorales, les consultations au Danemark, en Suède ou en Italie, hein, voilà, avec Madame Meloni. Bon. Et les questions identitaires qui reviennent dans toutes les nations. Donc vous voyez, c'est ça que j'appelle le retour de la nation. Pas simplement pour faire un beau titre. Ça va, ce retour de besoin
de nation et ces manifestations de résistance à ce qui dépasse, soi-disant, la nation. Voilà, autrement dit, l'idéal de se gouverner politiquement à partir de sa culture et de ses traditions continue à faire sens, comme on dit, chez beaucoup de peuples aujourd'hui. C'est un fait. Certains s'en désolent, mais c'est un fait. Voilà, la nation est de retour. De plus, il faut rappeler que la globalisation a eu des effets contradictoires. Il est vrai que la mondialisation économique a effectivement déclenché un processus de cosmopolisation. C'est vrai que nous regardons des séries américaines qui éventuellement en baragouinent comme on peut l'anglais, que l'on mange des burgers, etc. Oui, et qu'on lit des mangas. Bon, c'est pas mon cas, mais enfin, vous voyez, enfin, voilà, qu'il y a un certain mélange. Et puis, heureusement, vous voyez, la nation, c'est quelque chose de fermé. Bon, il y a eu ça. La globalisation a provoqué ça. Mais il est vrai aussi qu'elle suscite ou qu'elle ressuscite un certain désir d'indépendance nationale, comme je viens de vous le dire, réveillant donc les peuples qui refusent de se résoudre à la dissolution de leur liberté politique et de leur substance culturelle. Et donc, le diagnostic d'Habermas, eh bien, il est invalidé par les faits. Donc ça, il faut le dire, parce qu'il y en a qui sont persuadés dans le sens de l'histoire. C'est invalidé par les faits, objectivement. Par ailleurs, dans les pays européens, le développement des communautarismes, ce qu'on appelle les communautarismes, bon, il faut bien le dire, souvent, très souvent, issus d'une immigration à dominante musulmane, rappelle comment il est difficile de faire vivre ensemble. Vous savez, cette formule, le vivre ensemble, le vivre ensemble. Quand on n'arrête pas de formuler le vivre ensemble, c'est qu'on a de plus en plus de mal, justement, à vivre ensemble, du fait de ces communautarismes. Eh bien, ce communautarisme, cette absence d'homogénéité culturelle que peut apporter la nation, ça montre comment il est difficile de les faire vivre ensemble, ces personnes, si elles ne partagent aucune identité commune. Et donc, dans ce cadre-là, la nation retrouve sa pertinence comme au cadre politique, appuyé sur une cohérence culturelle. En effet, il est tout à fait contradictoire de regretter les difficultés du vivre ensemble et de vouloir gommer et congédier le cadre qui rend possible précisément la vie commune. Vous voyez celui-là ? Ça, il faut le dire, hein. Il faut le dire et le répéter, parce que c'est une contradiction tellement forte qu'on se demande pourquoi cette évidence n'est pas vue. Vous voyez ? Bon. Nous constatons à quel point les différences de mode de vie sur un même territoire créent des frictions qui peuvent se terminer en violence. Et c'est tellement vrai que depuis une dizaine d'années, même nos hommes politiques, ou un peu plus même nos hommes politiciens, se remettent à en parler et à employer un vocabulaire qui était totalement disqualifié dans les années 90, vous êtes un peu jeune pour vous en souvenir, mais croyez-moi, et même au début des années 2000. Alors par exemple, j'aurais pu vous multiplier les citations, hein, mais par exemple, ils évoquent désormais l'urgence de reconstruire l'unité nationale. C'est dit. Susceptible de faire vivre ensemble de façon pacifique tous les habitants d'un pays. Par exemple, François Hollande, lorsqu'il était président, voilà, juste après les attentats de 2015, rappelait qu'il était important de retrouver l'âme de la France pour vivre ensemble. Bon, je ne sais pas ce qui mettait derrière ça, mais c'était l'affirmation de cette nécessité de dénominateur commun, de nous commun, qui est précisément une nation. Donc nos hommes politiques redécouvrent ce qu'il en coûte de renoncer à l'idéal national, à une certaine homogénéité culturelle qui précisément caractérise la nation. Mais comme beaucoup détestent le mot nation, hein, eh bien, ils parlent d'autre chose. Alors, ils parlent de cette nécessaire culture commune sous le vocable « les valeurs de la République ». Seules les valeurs de la République nous feront vivre ensemble. Bon, et moi, ça me fait rire, spontanément. Mais enfin, bon,
voyez, ils disent pas la nation, parce que ça leur écorche la gueule, et puis c'est contraire à leur pensée, donc pollué par les penseurs comme ceux dont je vous ai parlé, mais il y a cette idée quand même de cette nécessité d'une homogénéité sur un même territoire, si on ne veut pas que ça dégénère en violence, comme le communautarisme le provoque et le montre. Voilà. Mais les valeurs des républiques, quelle identité elles apportent? Je me souviens, il y a très très longtemps, je m'étais fait prendre à partie à une époque, lors d'une conférence, bon, peu importe, il y a Bernard Stasi, ça vous dit rien, mais avait dit, il y avait tout un débat sur l'identité, il avait dit, mais l'identité française, elle est très facile à définir. C'est la liberté, l'égalité, la laïcité. Mais objectivement, c'est faux. D'autres pays peuvent se revendiquer de l'égalité, de la liberté, de la laïcité. Ils ne sont pas la France. Objectivement, ça ne définit pas la singularité française. Vous comprenez ça? Et donc, ils sont prêts à leur propre piège. Oui, il faut une homogénéité pour le vivre ensemble. On vous propose les valeurs de la République. Ça ne marche pas. C'est du vide. C'est du vide. Tiens, je vais vous lire, tiens, pour commencer. Vous voyez, c'est des bonnes lectures, vous voyez. Ça, c'est un livre que... Comment? Il faut être vacciné pour le lire. Oui, non, mais non, parce que... Tiens, je vais vous lire, par exemple, un extrait, parce que je trouve ça... C'est grave, hein. Non, ça, c'est pour rigoler, c'est pour faire une petite pause. Il se passe, hein. C'est où que je l'ai mis? Ah zut, c'est dommage que je ne le trouve pas. Ah zut. Bon, mais tant pis. Ah si, voilà. Ah non, c'est pas ça. Bon. Enfin, je vous le lis quand même. Le genre de phrase absolument creuse, mais c'est pas celle-là que je voulais. Voilà. Sauf à nous perdre, nous ne pouvons pas prendre, dans ces temps si difficiles, une autre voie que la nôtre. La richesse que nous avons à défendre, c'est la marque de la France, sa vertu, son message dans l'histoire. C'est ce qui fait que dans des moments décisifs, sur des sujets fondamentaux, son message s'étend encore dans le monde. C'est la voix qui dit non à tous ces emportements qui ne servent pas la cause de l'homme. Elle est là, l'identité française. Vous avez compris quelque chose? Oui. Non, mais je vais vous lire. Il veut s'adresser en quelque sorte à la nation. Oui. Oui, mais oui. Une autre phrase que... Mais il n'y a rien dedans. Non, il n'y a rien, c'est vide. Écoutez bien ça. Nous sommes capables de relever ensemble le défi que ce temps nous lance en renouant le fil d'une histoire millénaire qui nous a vu séparer l'Église et l'État, inventer les Lumières. Déjà, ça fait pas millénaire. Alors, mais excusez-moi de vous dire, les Lumières, c'est le XVIIIe siècle, la séparation de l'Église et de l'État, c'est 1905. Pour une histoire millénaire, vous comprenez? Mais voilà, bon, allez, c'était la parenthèse pour... Bon, au moins, il vous aura fait rire une fois. Bon, voilà, vous voyez donc, pas de singularité culturelle véritablement définie. Voilà, vous vous souvenez, sous Sarkozy, ce débat sur l'identité nationale qui est tourné en autre boudin parce qu'on n'a pas su dire qui on est. Quand on ne peut pas dire qui on est malade, hein, un problème grave. Vous voyez, bon, eh bien, quand c'est le cas de la France, c'est pareil. Eh bien, la résistance des nations, dont je vous ai parlé là, qui se fait aujourd'hui, elle se fait au nom précisément de cette singularité culturelle de chaque nation. Il y a un souci de préserver des mœurs qui sont nécessaires à l'unité contre les forces dissolvantes des communautarismes et des migrations massives qui menacent la concorde nationale. C'est objectif de dire ça. De plus, la nation politique et l'idée du peuple souverain se cabre aussi, vous voyez, la notion de volonté nationale, même des peuples souverains, se cabre aussi face aux forces de la globalisation, c'est-à-dire à la puissance des marchés et de la finance.
Là aussi, il y a une résistance pour cette raison-là qui peut séduire beaucoup de gens à gauche comme à droite. Voilà, le modèle marchand de fin de l'histoire qui conduirait toutes les nations à peu près à la même politique, bien sûr toutes favorables au marché, d'une part, ça ne séduit pas, mais ça contribue à accentuer les résistances politiques face aux puissances économiques et le refus des nations de la dissolution de leur liberté politique dans le grand marché global. Voilà d'où viennent toutes ces résistances qui sont des faits. Voilà, alors il y a un passage, je vais passer parce que ça va être trop long, dans un chapitre, Déthié Sabart développe ensuite, parce que Déthié Sabart est un chrétien, et il développe la vision chrétienne de la nation. Bon, si ça vous intéresse, on y reviendra, et je passe pour ne pas être trop long. Voilà. Voilà, je rappelle que l'Église, pour faire vite, a toujours défendu le concept de nation et d'identité nationale. Et ça peut paraître une gageure, puisque le mot catholique, ça veut dire universel, donc il y a l'ambition d'étendre le christianisme au monde, en quelque sorte, mais pour autant, l'Église a toujours défendu les nations. Il s'agit d'évangéliser les nations et de défendre, comme disait Jean-Paul II, la culture nationale comme ses prunelles, la prunelle de ses yeux. C'est ce que disait Jean-Paul II. Bon, je passe, mais c'est peut-être pas une découverte pour vous. Le dernier aspect du livre du premier auteur, c'est l'idée que la société française vit une période d'étiolement des valeurs socio-culturelles qui ont fondé la nation. Et ça, on est d'accord. Et il y voit trois raisons. Première raison, la sécession des élites. Deuxièmement, le communautarisme militant. Et troisièmement, l'individualisme radical. Alors, je vais très vite. La sécession des élites, c'est la constatation que les élites, ou dites élites, vivent de moins en moins avec le peuple profond. Voilà, que leur mode de vie est souvent déterritorialisé, voilà, ici, très éloigné du mode de vie enraciné du plus grand nombre. Et que par conséquent, cette élite est de moins en moins représentative véritablement du peuple réel. Voilà, pour caricaturer, si vous voulez, aller un peu vite, c'est tous ces bobos des grandes métropoles qui se sentent plus proches des bobos de Manhattan ou d'autres grandes villes que du bouseux du coin, vous voyez, en quelque sorte. Vous voyez, je caricature, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il y a une sécession des élites qui a contribué donc à l'affaiblissement de la nation. Il y a le communautarisme militant. Le communautarisme militant, c'est tous ces groupes particuliers qui entendent déconstruire la grande communauté morale, culturelle, qu'est la nation, pour lui substituer d'autres communautés, référence à des communautés sexuelles, ethniques, idéologiques, religieuses. Communautarisme. Voilà. Voilà, et ces communautés proposent donc un autre lieu de ralliement que la culture nationale et donc empêchent justement ce vivre ensemble. La multiplication de ces sous-communautés contribue à la déconstruction de références communes qui permettaient justement la vie commune. Donc un communautarisme militant. Et troisième raison qu'il y voit, pour être complet sur sa présentation, c'est l'individualisme intégral. Voilà. Alors bon, il montre comment les Français s'occupent de plus en plus de leur sphère privée, se dégagent de toute participation civique. Il y a peu de Français ont la carte d'un parti dans leur poche. Hein. Oui, par exemple. Donc, voilà, au niveau syndical, c'est pareil. Le militantisme politique et syndical, qui sont peut-être les deux seules communautés que depuis 2 siècles la République a su faire apparaître, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Bien. Voilà. Alors, j'arrête sur ce premier auteur, mais sur ce dernier point, je voudrais ajouter ma petite lumière, en quelque sorte.
Car je suis d'accord avec cette analyse sur ces trois raisons, mais il faut la compléter, cette analyse. En se posant la question, ces trois raisons là, qui ont fait l'étiolement de la nation, eh bien, d'où viennent-elles? D'où viennent-elles? Par exemple, la sécession des élites, ça vient d'où? Eh bien, ça vient d'une fausse conception de ce qu'est la politique. C'est justement pourquoi, nous, à l'AF, on a toujours fait la distinction entre le pays légal, celui de l'oligarchie politicienne, et le pays réel, c'est-à-dire là où on vit, où on travaille, comme le disait Maurras. Toutes ces communautés naturelles, familles, associations régionales, professionnelles, culturelles, tout ce que vous voulez, où on vit. Voilà, donc ce divorce entre les pseudo-élites du pays légal et puis le pays réel, ça vient du concept même de la façon dont la politique partisane en République est organisée. Ça va? Bon. Le communautarisme militant, bien lui, il vient d'une fausse conception de la nation. Voilà. Et la nation, du coup, n'est plus défendue, puisqu'elle n'est plus comprise. On considère même qu'elle est dépassée. Voilà. Alors, la nature n'aime pas le vide. Là, j'aimerais vous le développer, je pourrais vous le développer pendant des heures. Je fais une petite parenthèse, comme ça, c'est rien, je le développe. Ça, voilà. Si je suis trop long, vous me direz. Bon. Vous voyez, une nation, c'est la référence à un sol. On sait d'où on est. Là, la France, là, on est de là. Bon. La référence à un sol, la référence à un peuple et la référence à une culture. Et c'est tellement nécessaire, ce besoin de nation, que quand vous l'enlevez, le réflexe, c'est de se créer l'équivalent, mais de manière artificielle. Quand vous avez dans certains territoires perdus de la République, justement, dans certains territoires des zones de non-droit, comme on a dit, des gens qui, éventuellement, viennent d'ailleurs, et dont ils entendent dire que du mal du pays qui les accueille, puisqu'on crache sur notre histoire, on ne fait rien pour leur faire aimer la France. Pourquoi ils aimeraient la France? Pourquoi la référence, ça serait la France? Donc c'est pas la France. Alors ceux qui n'en ont pas, y compris des petits jeunes, etc., ils vont pas dire si leurs parents venaient d'Algérie, ils vont pas dire je suis algérien, ils n'ont jamais mis les pieds. Vous voyez? Alors, leur territoire de référence, éventuellement, c'est le quartier. C'est le quartier qui marque, d'ailleurs, de manière antagant, c'est-à-dire comme le chien pisse sur son réverbère pour marquer son territoire. Bon, c'est pas très respectueux, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça, quand même. On marque son territoire, parce qu'il y a besoin d'avoir une référence à un sol. On n'est pas de purs esprits. Voilà. Si vous enlevez le peuple, ben là aussi, le gars, il va pas se sentir du peuple français. Bon, le peuple algérien... non plus. Mais, bon. Alors son peuple, il le remplace par son peuple de référence, c'est la bande. C'est le peuple de substitution que la nation ne lui apporte pas et que donc il se recrée. Voilà. Et la culture, c'est pareil. S'il n'a pas de référence à une culture, eh bien, il se crée une culture. Alors il se porte un accoutrement qui se veut distinctif. Il s'invente des manières langagières qui permettent de se reconnaître. Voilà. Il est de ce monde, il est de cette culture, de sa bande et de ce quartier. Voilà. Vous voyez, c'est la preuve par le vide, en quelque sorte. C'est l'éloge que fait le vice à la vertu, que l'absence de nation correspond à un manque extrêmement profond qui fait créer des substitutions mais qui sont artificielles et qui provoquent d'autres problèmes, et notamment à l'échelon national. Ça peut être très bien au niveau d'un quartier. Mais vous voyez, celui qui a cette vision-là, eh bien, que ce soit un médecin, que ce soit un policier, ou même que ce soit une infirmière qui rentre sur son territoire, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Il caillasse ces trucs. Je ne justifie pas. Mais vous voyez, c'est un peu vite dit et expliqué, mais c'est ce processus, vous voyez, c'est ce manque de nation qui provoque ça. Et qui souligne justement le besoin de nation qu'il y a pour faire vivre ensemble des gens sur un même territoire. Bon, donc il faut le dire. Donc vous voyez, sécession des élites, certes, mais il faut aller jusqu'à dire, oui, attention, mais pays légal, pays réel, ça vient d'où? Ça, c'est les conséquences de la République. Communautarisme militant, idem. Idem, fausse conception de la nation.
Voilà. Et si on ne sert pas la nation est un manque. Alors il ne faut pas s'étonner ensuite qu'il y ait des difficultés qu'on n'arrive pas à résoudre, et c'est pas en annonçant en longueur de temps vivre ensemble qu'on résoudra les problèmes. Et puis le troisième élément, la troisième raison que soulignait Déthié Sabart, c'est l'individualisme intégral. Eh bien là, après la fausse conception de la politique et la fausse conception de la nation, là c'est tout simplement une fausse conception de l'homme. Cette fausse conception de l'homme qui vient de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, voilà, et qui provoque l'individualisme précisément radical, intégral. Hein, j'aime faire remarquer, il faut faire remarquer à nos compatriotes que dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il n'y a pas une fois le mot famille, pas une fois le mot métier, pas une fois le mot région, pas une fois le mot province. Vous voyez, tout ce qui crée une identité pour quelqu'un, ça n'y est pas. Hein, je crois que c'est Renan qui disait que ça avait été écrit pour un enfant, pour un homme né enfant trouvé et mort célibataire. Voilà. Même dans ce cas, d'ailleurs, il a quand même des héritiers. Bon, ça vous va, ça? Voilà. C'était le premier. Je peux continuer, hein, c'est pas trop long. Bon, ça, c'était le premier auteur. Je passe au deuxième livre, vous voyez. J'espère que ça nourrit un peu, vous voyez, ça résonnera. Le deuxième livre, donc, qui est donc La Nation, une ressource d'avenir, et d'abord au premier des deux auteurs, Bernard Bourdin. Alors l'idée essentielle de son livre, c'est que la nation constitue encore et toujours, aujourd'hui, hein, le livre est sorti tout à fait récemment, en mars 2022. Donc quand il dit aujourd'hui, bon, voilà, encore et toujours, le cadre naturel et politique qui rend possible l'existence d'une authentique communauté civique. Bon, même s'il est déjà traité. Alors ainsi, il évoque le cas, d'abord le cas de la Pologne et la pensée de Jean-Paul II sur le sujet. Alors il montre l'expérience historique de la Pologne qui a pu durablement exister comme nation culturelle face aux empires. Les empires qui l'ont successivement dominé. Hein, la pauvre Pologne a été écartelée très souvent. Ce qui lui a permis de continuer à vivre en tant que nation, c'est de préserver sa culture. Jean-Paul II a raconté comment, pendant la guerre, là, sous la domination nazie, voilà, il faisait monter des pièces de théâtre clandestines. C'est une manière de sauver la culture. Bon, donc nation qui donc a perduré en gardant sa culture, sa langue, son identité profonde, littéraire, historique, etc. Bon, il commence à évoquer ça, et c'est fort intéressant, et si vous voulez en savoir davantage, lisez aussi le discours de Jean-Paul II à l'UNESCO en 1980, où il développe cette idée, ou un de ses livres qui s'appelle « Mémoire et identité », où il démontre en quoi la nation a pu subsister grâce à sa culture. C'est pas inintéressant. Mais dans le cas de la France, c'est pas tout à fait ça. Dans le cas de la France, les choses sont un peu différentes, car bien sûr, nous voulons exister comme nation culturelle, et la culture contribue à faire de nous une nation, mais aussi comme nation historique, car la France est davantage le fruit d'une construction politique sur le temps long que d'une homogénéité culturelle et ethnique, même si la culture, côté ethnique, a contribué. Mais la France, je vais peut-être un peu vite là, la France, elle n'est pas la fille de la géographie, elle n'était pas dessinée d'entrée comme ça, même s'il y a des frontières qu'on appelle naturelles, elles ne sont pas naturelles, ça aurait pu être autre chose. Bon, elle n'est pas la fille de la langue. Et encore, les pays où on parle le français, c'est pas la France. Ce n'est pas la fille de la religion, ce n'est pas la fille de beaucoup de choses. Ça a contribué énormément, mais c'est pas ça qui l'a forgé. La France, elle est la fille de la politique, mais pas n'importe laquelle. Pas de la politique romaine, ni celle mérovingienne, ni celle carolingienne, mais de la politique capétienne. Voilà. Là, il y a eu l'œuvre politique, l'intelligence et la volonté qui a fait la France. C'est Bainville qui le dit au début de son histoire de France. La France est mieux qu'une race, c'est une nation.
Elle est la fille de l'intelligence et de la volonté dans le temps long de construire le précaré. Bon, donc ça c'est... La France, elle est fille de la politique. C'est une nation d'abord historique. Et que par la fille d'un État, autrement dit. Voilà. Et donc, si la France n'existe pas comme un État souverain, ben, elle n'existe plus vraiment. Tant bien même, sa culture continuerait à vivre. Vous voyez, il faut qu'elle existe comme État. La réalité typiquement française, c'est qu'il n'y a pas de nation française sans un État, donc sans souveraineté. Et c'est ce qui nous... Alors la souveraineté, je rappelle, c'est parce que là aussi, il faut savoir définir les mots de manière simple quand on s'adresse aux gens pour que ce soit convaincant. La souveraineté, c'est pas un mot difficile à définir. C'est tout simplement le fait de vouloir choisir son destin, de choisir ce que l'on veut ou ce qu'on ne veut pas, d'être maître de soi-même. Voilà. Qu'est-ce que la France veut pour elle-même et qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Si la France peut le décider par le biais de son État, c'est qu'elle est souveraine. Si on lui impose quelque chose, c'est qu'elle n'est plus souveraine. Si elle vote des lois, et puis qu'on lui dit « oui, mais la loi supranationale au niveau européen prime sur votre loi », ben, c'est qu'on a perdu la souveraineté. C'est objectif. On peut dire tant pis, on peut dire tant mieux, mais c'est objectif. On n'est plus souverain. Vous voyez, donc dans ce cas-là, la France disparaît. Donc la nation est donc foncièrement politique en France. Voilà. Même si on ne peut séparer, encore une fois, la politique de la culture et de tous les éléments qui la composent. Voilà, car il y a forcément une culture française. Bon, autrement dit, un peuple formant une nation culturelle, mais qui a perdu son accès à la forme politique, ne marche que sur une jambe, en quelque sorte. La culture sauve, comme le dit Jean-Paul II, mais il faut la deuxième jambe, c'est-à-dire le pôle politique de la nation. Alors, donc, Bernard Bourdin, lui, il développe beaucoup la vision de la nation comme ressource d'avenir. Je suis obligé d'aller très vite, hein, mais bon. Pourquoi ? Parce qu'il dit que la nation peut encore aujourd'hui être une force d'émancipation. Ben, par rapport à quoi ? Eh bien, par rapport donc à la possibilité de s'émanciper politiquement des empires, comme ça a été vrai au cours de son histoire. Vous allez me dire, oui, mais quel empire aujourd'hui? Alors, bon, je passe sur le cas, voilà. Donc, pour la France, dit Bernard Bourdin, et je m'y accorde tout à fait, il s'agit de s'émanciper de l'Union européenne, qui tend toujours vers plus d'intégration, et par conséquent, c'est une forme impériale, incontestablement, l'Union européenne, qui n'est pas tout à fait, qui ne ressemble à aucune forme antérieure d'empire, hein, puisque, par exemple, il n'y a pas eu de conquête par la guerre. L'Union européenne, c'est pas étendue comme ça, contrairement à peu près tous les autres empires. Mais il y a quand même une forme d'impérialisme dans l'Union européenne. C'est une autre manière, si vous voulez, d'absorber la souveraineté des nations qui se fait à Bruxelles par ce qu'on appelle la technocratie. Technocratie qui s'étend dans de plus en plus de domaines, qui est de plus en plus omnipotente. Même s'il y a un habillage démocratique tout à fait hypocrite d'ailleurs, il y a toutes les caractéristiques d'un empire. L'Union européenne cherche à s'étendre toujours plus loin. L'actualité aujourd'hui. Bien. L'Union européenne cherche sa domination sur les nations qui la composent. C'est incontestable. Vous voyez, dans l'histoire, les empires ne font pas disparaître forcément les nations. Ils ne cherchent pas à les faire disparaître. Elles cherchent à les soumettre. Et c'est ce qui se passe avec l'Union européenne. Voilà. Les nations n'ont plus de souveraineté, elles sont précisément soumises à l'impérium. C'est justement ça, un empire. Et cette Union européenne, c'est un empire qui également repose et cherche à défendre des présupposés idéologiques. Cette idéologie, vous le savez, elle repose sur la forme de la démocratie libérale et ce qu'elle nomme les valeurs européennes. On entend parler constamment, hein, voilà, la démocratie libérale et les valeurs européennes.
Et c'est justement à ça que les Polonais, les Hongrois opposent aujourd'hui une résistance. Voilà. Bon. Il y a donc une nécessité. Oui, pour appuyer, je vous prendrai un exemple. Je suis en train de chercher comment je pourrais vous. Non, je le dirai plus tard. Bon, non. Donc, il y a une nécessité de penser l'Union européenne, mais autrement, hein, comme ça peut être une confédération. Alors c'est Bernard Bourdin qui dit ça. Que ce soit une fédération, l'Europe pourrait être une confédération. Vous voyez, c'est les deux visions de l'Europe. La fédération, si vous voulez, c'est que si on va vers un super-État européen, si je caricature. La confédération, c'est une coopération entre des États qui restent chacun souverains. L'Europe des nations, quoi. Voilà. Et ça s'appelle le souverainisme aussi. Vous voyez, car il ne s'agit pas, quand on se dit nationaliste, de dire on va vivre comme si le monde n'existait pas autour de nous, comme si on était une île. Ce sera absurde, idiot, irréaliste. Vous voyez, voilà. Donc Bernard Bourdin dit oui, il y aurait cette possibilité. Bon. Oui, donc je passe parce que sinon ça. Je ne vais pas être trop long quand même. Voilà. En plus, l'Union européenne, dit-il, pose un problème en quelque sorte démocratique. Parce que dès que les États souverains sont remis en cause, eh bien, ce sont donc les peuples qu'on disait, soi-disant, souverains, qui ne le sont plus. Vous comprenez? Ah bon, nous, ça ne nous fait pas pleurer, vous voyez, mais c'est important de comprendre. Ils se rendent compte que ça se retourne contre leurs propres principes. Bien. Donc, l'option fédérale, en effet, constitue incontestablement une dépolitisation des peuples, ou une décitoyenneté, je ne sais pas comment il faut le dire, des peuples. Voilà. La démocratie n'est concevable que dans le cadre de la nation. Je ne la défends pas, mais bon. La citoyenneté démocratique, détachée du principe national, est une citoyenneté qui devient hors sol, qui n'a plus de réalité. Voilà. Alors donc, si vous voulez, pour résumer ce que nous dit cet auteur-là, donc la nation est une ressource d'avenir pour combattre la démobilisation civique. Mais ça, je suis d'accord, je ne développe pas, on en reparlera si vous voulez, je suis d'accord, mais c'est plus grave que ça encore. Bon, pas simplement parce que les citoyens, ce qui est triste, c'est pas seulement que les citoyens ne votent plus aux élections européennes comme ils le font régulièrement et de moins en moins. Vous voyez, c'est plus grave que ça. Ce qui est grave, c'est que un citoyen français ne s'occupe plus de ce qui le regarde parce qu'on l'a tellement dépossédé de tous ses pouvoirs réels qu'au niveau, à son échelon, là où il pourrait prendre des décisions, il a été démobilisé et il s'occupe de plus en plus que de sa petite sphère privée. Ça, c'est grave. Vous voyez, c'est ce que disait Maurras avec la centralisation. On a tellement déshabitué les citoyens de l'action civique qu'il en a perdu précisément l'esprit civique. Voilà. Bon. Donc, ressources d'avenir également pour retrouver une substance commune et pour redonner donc tout son sens à la politique, c'est-à-dire à la souveraineté, le fait de choisir le destin que l'on veut. Bon, je vous sens vous endormez un peu trop. Oui, c'est un peu long là. Ça va François, je continue? Oui, bon. Troisième auteur, Philippe d'Iribarne, qui lui dit, pour retrouver les citoyens, c'est son idée essentielle, eh bien, pour retrouver les citoyens, il faut retrouver la nation. Pour lui, contrairement à certains diagnostics encore récents, la nation n'a pas disparu et ne va pas disparaître. L'échec du grand projet global d'une humanité nouvelle qui aurait dépassé toutes les divisions des peuples, des cultures, des religions pour construire une société hors sol, régie à la fois par les droits de l'homme, les institutions internationales et l'économie de marché, eh bien, justement, ça n'a pas marché. Ce projet post-national se heurte au monde tel qu'il est et fonctionne avec des peuples très différents dans leurs repères, leur enracinement et leur conception de ce qu'est le bien, le mal, tout ce que vous voulez. Donc ce grand projet de dépassement du réel
Donc vous voyez, ça c'est les autres auteurs, vous avez parlé, le disaient aussi, mais je le répète, donc rencontre des défis qui semblent aujourd'hui insolubles sans la référence nationale. Voilà. Et donc ce projet de dépassement du réel, du dépassement des nations, ce projet, il n'est plus crédible et s'accompagne donc du retour des nations. Donc pour lui, la question essentielle, c'est la suivante: comment la nation peut retrouver une place raisonnable et contribuer à apporter des réponses aux défis du monde contemporain? Alors, il aborde cette question de l'impasse du monde post-national au point de vue de 3 domaines. Je vais aller très vite. Au point de vue économique, au point de vue du vivre ensemble et du niveau de violence que connaissent nos sociétés, et au niveau de politique, c'est-à-dire de la place du citoyen. Alors, je vais très vite. Au niveau économique, eh bien, toutes les crises récentes, et même très récentes, pour ne parler que de la crise sanitaire, vous voyez, qui a fait, voilà, ou de la crise en Ukraine, voilà, et avec tout ce que ça a comme conséquence, y compris le fait qu'il y ait moins de moutarde ou d'huile. Bon. Soi-disant. Bon. Eh bien, ces crises récentes montrent, dit-il, l'évidence de la nécessité de relocaliser. La désindustrialisation auquel nous avons consenti depuis très longtemps, vous voyez, l'affaiblissement de nos agriculteurs, etc., etc., eh ben, ça montre aujourd'hui, ces crises, que ce n'est pas forcément une bonne solution et que le retour au cadre national serait peut-être aussi une grande partie de la sagesse. Vous y êtes là? C'est trop vite formulé, mais oui, bon, d'accord, vous êtes d'accord. Bon, voilà, donc un certain nombre de choses ont besoin de retrouver leur indépendance nationale, notamment au niveau alimentaire, au niveau énergétique, au niveau sanitaire. Vous voyez? Et là, je pourrais vous développer, analyser toutes les crises qui viennent d'avoir lieu et qui ont montré ses limites. Bon, voilà, au niveau économique. Également au niveau de la violence. Le niveau de violence que l'on observe dans certains pays, aux États-Unis, mais aussi au Brésil, au Mexique ou ailleurs, violences qui viennent de sociétés où on a prétendu que la société pouvait être composée de gens ayant peu de choses en commun en termes de tradition et de mode de vie. Eh bien, on constate que ces sociétés dans ces pays-là sont extrêmement ségrégées, divisées et violentes. Il y a un lien, vous voyez, entre ces sociétés qui est de plus en plus hétérogène, qui ne se comprend plus, qui est éclatée, et le niveau de violence, il y a un lien. Toutes les études sociologiques qui ont eu lieu sur le sujet, ou anthropologiques, le montrent. C'est un fait. Bon. A contrario, on constate que les sociétés qui sont plus homogènes, eh bien, sont aussi plus pacifiques. Mais ça renvoie à la nation. Ça renvoie à la nation. Voilà. Donc la question de la composition de la population est importante. Et du coup, Philippe Ribard développe, mais je pense que vous êtes convaincu, qu'on n'a pas pris assez au sérieux les risques du multiculturalisme et de l'immigration de masse. D'où les rectifications qui commencent à y avoir dans certains pays, des réactions, vous voyez, qui sont prises, des lois, des quotas par exemple, ou des choses comme ça, vous voyez, malgré la diabolisation idéologique qui nous environne. Vous voyez, voilà, bien. Voilà pour la violence, vous voyez, où la nation peut être, pour une grande part, une réponse. Et puis le troisième élément qu'il voit, c'est le niveau, donc après le niveau économique et la violence, le niveau politique. Bon, je vous l'ai dit, la souveraineté est indissociable de la nation, même d'après ceux qui sont démocrates, même la notion de souveraineté nationale. Je viens de développer il y a un instant. Donc, ce projet post-national, lui, conduit à l'effacement de la figure du citoyen, puisqu'il n'y joue plus de rôle. Avec le dépassement de la nation, il y a eu transfert du pouvoir du peuple, via ses représentants, vers des ensembles supranationaux, vers la technocratie de Bruxelles, par exemple,
vers la Cour européenne des droits de l'homme, vers la Cour de justice de l'Europe, etc. Et toutes ces instances n'ont pas de compte à rendre au peuple. Donc le peuple, il est, comme je le disais tout à l'heure, décitoyennisé, je ne sais pas comment il faut dire. Voilà. Et ces instances, elles forment, dit Philippe Ribard, c'est pas de moi, mais la formule est à reprendre éventuellement, une sorte de néoclergé, dit-il, de néoclergé impérial, une théocratie qui dit le bien et le mal, et on en est là, hein, on en est là, hein, bardé de certitudes idéologiques. Voilà, par exemple, quand Macron, je ne sais pas si vous avez vu ça, a proposé d'inscrire le droit à l'avortement au sommet de la hiérarchie des normes au niveau européen, c'est exactement ça. Il dit il faut inscrire le bien, ce sont ces instances qui décrètent qu'il n'y a pas le droit de penser autrement. Voilà, alors même qu'aux États-Unis, comme vous le savez, cette question vient d'être replacée au niveau des États. Eh bien non, là, Macron, lui, il veut opérer une fuite en avant qui d'ailleurs ne peut provoquer que des conflits et des velléités de sécession des États, qui disent mais qu'est-ce que c'est que quand vous nous l'imposez d'en haut? Vous voyez, ça affaiblit encore plus. Vous voyez, voilà. Alors je vous conseille, si ça vous intéresse, cette question là du rôle des instances nationales dans l'affaiblissement de la citoyenneté réelle des peuples, de lire un livre qui s'appelle, pas marqué là, mais donc de Jean-Éric Scholtes, qui s'appelle « De l'état de droit au gouvernement des juges, la démocratie au péril des prétoires ». Voilà, de l'état de droit au gouvernement des juges. Le gouvernement des juges, c'est la Cour des droits de l'homme et la Cour de justice européenne. Bon. Voilà. Et actuellement, il y a des tensions, même en Allemagne. Il y a des tensions en Allemagne autour de la question de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Mais c'est vrai pour la Cour constitutionnelle de tous les États membres. Et là, il y a des risques de conflits ouverts ou larvés avec la technocratie de Bruxelles. C'est ce qui se passe. Bon. Et je vous dis, l'exemple de Macron là, sur sa proposition, et ça a bien été tangible. Voilà, donc là aussi, Ribard dit qu'il y a nécessité de trouver une forme de coopération, mais qui ne gomme pas les nations. Et donc c'est pareil, il parle de la confédération d'États-nations, d'États souverains. Il développe également, et j'ai bientôt fini, rassurez-vous, au moins sur cette première partie, la deuxième sera beaucoup plus courte, la théorie de dépassement des nations a montré aussi, dit-il, ses limites à propos de l'immigration. Comme il dit, elle a manqué de la transmutation de l'immigré en citoyen. Bien. C'est toujours un défi. D'ailleurs, ce ne fut pas si simple, ni avec les Italiens, ni avec les Polonais, ni avec les Espagnols en France, mais cela s'est fait. Mais nous avions des ancêtres, au moins des ancêtres symboliques communs. Comme tous les peuples issus de Rome et d'Athènes, vous voyez, avec des Polonais chrétiens, avec des Italiens ou des Espagnols parlant la langue latine et de culture chrétienne, et il y avait des ancêtres en quelque sorte symboliques communs, même si ce n'étaient pas nos ancêtres biologiques. Bon. Mais au moins, il n'y avait pas d'opposition entre ancêtres biologiques et ancêtres symboliques. Mais à contrario, avec des populations extra-européennes, accepter de nouveaux ancêtres symboliques, pour ceux qui arrivent, vous voyez, peut impliquer renier leurs ancêtres biologiques. D'où les problèmes d'assimilation, parce que les immigrés veulent rester fidèles à leurs ancêtres biologiques. Et c'est ainsi que nous voyons encore aujourd'hui des descendants, je dis bien des descendants d'immigrés qui ont été nationalisés français, on leur a donné la nationalité française, mais qui s'affirment clairement algériens, et la France n'est pas l'Algérie, je ne savais plus, marocains ou musulmans. Et l'islam n'est pas une caractéristique, objectivement, de l'identité française. Vous voyez, donc là, c'est palpable que l'assimilation n'a pas fonctionné. C'est un échec complet. Voilà. Mais il faut ajouter,
il faut ajouter, et j'ajoute, qu'il faut aussi voir qu'il y a nos propres déficiences, nos propres responsabilités. Peu d'efforts ont été faits pour favoriser l'acceptation de l'héritage de notre pays par les immigrés. On fait tout pour qu'ils n'aient pas envie de devenir français. Vous voyez, on culpabilise à longueur de temps au point de vue de l'histoire, etc. Rien n'est fait pour assimiler. Nous n'avons pas cherché à transmettre la beauté de notre culture, de notre histoire, pour qu'ils soient fiers d'être français. Voilà. Donc nous demandons à des personnes de s'assimiler, mais sans leur expliquer ce que cela signifie également en termes de mode de vie et de culture. Il n'y a pas véritablement de cahier des charges. Il y a quelques mesures sur la langue française et encore on vérifie la plupart du temps pas. Donc il n'y a pas de cahier des charges clair sur ce que nous attendons des immigrés pour qu'ils deviennent français. Mais comment pourrait-on leur dire, puisqu'on nie qu'il y ait une identité française? Vous voyez, puisqu'on dit que tout ça s'est dépassé. Donc le retour de la nation comme cadre politique, eh bien, peut, nous dit Ribard, redonner du sens à notre cadre civique et de la substance à la figure du citoyen. Voilà. D'où les priorités, dit-il, qui sont les suivantes: sortir de la folie de la constitution d'un espace-monde bâti sur l'illusion du fonctionnement parfait du grand marché mondial, la fameuse mondialisation heureuse, mais ça c'est de plus en plus admis maintenant. Deuxième priorité, mieux gérer les flux migratoires, pour que la société authentique, qu'une société authentique, n'atteigne pas un niveau de violence élevé, et notamment donc reconstruire des frontières. Bon. Et troisième priorité, redonner la valeur aux citoyens pour qu'ils se sentent responsables de la cité. Or, c'est bien le processus post-national qui éloigne les gens de leur rôle de citoyen. Et au contraire, c'est le retour à la nation qui pourrait les rapprocher du rôle qu'ils peuvent jouer dans la cité. Voilà, c'est tout le problème de la souveraineté et de la décentralisation. Et par conséquent, il faut à la fois un État qui soit souverain et un État qui soit fédérateur. Tout ce qui nous manque. Bien. Voilà. Alors, j'avais prévu de vous faire une deuxième partie sur le fait qu'il y ait, puisqu'il y a besoin de nation, il y a besoin d'un État qui soit serviteur de la nation. D'accord? Mais quel État? Quel État? Et c'est là que je voulais vous développer la vision de l'État selon ce qui existe aujourd'hui, et notamment selon la pensée d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'il y a le temps ou pas? Ou je conclue très vite, parce que, comme vous voulez, je continue. Bon. Ils ont faim, et soif. Voilà. Alors, la question, la deuxième partie, la question qu'il faut se poser, c'est quel État peut-il être le serviteur de la nation? Eh bien, la réponse, un État souverain. Puisque là, c'est cohérent. Bien. Or, nous constatons qu'un Emmanuel Macron, lui, entend poursuivre, c'est lui qui le dit, un projet d'intégration européenne qualifié de souveraineté européenne. Voilà. Mais Emmanuel Macron, ce n'est pas simplement l'homme qui veut diluer la France dans l'utopie européenne. C'est aussi l'homme qui veut liquider à terme tous les héritages, non seulement matériels, mais aussi culturels, sociaux, anthropologiques, historiques, pour nous faire entrer dans un monde nouveau, radicalement nouveau. Et par conséquent, je crois qu'il ne faut pas laisser dire ce qu'on entend souvent, qu'Emmanuel Macron, ça a été un opportuniste, un pragmatique, que c'est l'air du vide dans sa petite tête, et qu'en fait, il ne se sert que lui-même en profitant des opportunités. Moi, j'affirme qu'il y a une cohérence idéologique chez Emmanuel Macron. Et donc, on peut parler vraiment de macronisme en tant que doctrine, enfin, un système de pensée. D'où la question, de quoi le macronisme est-il le nom?
Alors c'est là où ma version longue ou courte. Alors bon, je vais essayer qu'elle soit moyenne. Il y a un de nos amis, professeur constitutionnel, Frédéric Rouvillois, qui vient d'écrire un livre, qui a écrit un livre il y a quelque temps, mais il n'y a pas très longtemps, je ne me souviens plus la date, mais enfin c'est les années 2020, donc il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « La liquidation ». Et le sous-titre, c'est quelque chose comme « Emmanuel Macron et le saint-simonisme ». Et où il montre que, en fait, Emmanuel Macron est en fait tout à fait dans la filiation du comte de Saint-Simon au début du XIXe siècle, qui avait développé la vision disons, d'un progressisme pour un socialisme utopiste, et que j'appellerais donc l'utopie du mouvement. Voilà, et donc ce livre, il mérite d'être lu, mais je vais quand même aller un peu vite parce que je voudrais arriver à la conclusion qui pour nous est la plus importante. Voilà, pour Saint-Simon, la société est conçue comme un mode purement individualiste et avec les meilleures intentions du monde, voilà, comme toujours. Hein. Pour que tout le monde se retrouve au même niveau par souci d'égalité, eh bien, il explique qu'il faut supprimer l'héritage matériel, mais aussi l'héritage social et culturel qui se transmet dans les familles. Voilà l'ennemi, voyez, parce que tout ça, c'est l'héritage. C'est pas ce qui a été acquis, c'est pas ce qui a été mérité, c'est ce qui a été hérité. Et c'est tout à fait l'héritage, en quelque sorte, révolutionnaire, de la Révolution française. Donc, je passe. Donc, une vision d'égalitarisme radical et de méritocratie républicaine. Pour que chacun possède exactement selon son mérite, il faut supprimer l'héritage. Eh bien, depuis son premier quinquennat, Emmanuel Macron voulait, par exemple, alourdir les droits de succession. Voilà, ça a été très impopulaire, l'opinion publique s'est rebellée un peu. Alors, il a tempéré un peu ses ardeurs, dirais-je, mais il a été quand même hostile à l'héritage, même l'héritage matériel. Par exemple, en transformant l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, en impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Alors, en quoi je vous dis ça? Parce que c'est très révélateur du souci de favoriser la fortune acquise, vous voyez, donc les valeurs mobilières, hein, dues au mérite en quelque sorte, et de pénaliser la fortune acquise par héritage, c'est-à-dire les valeurs immobilières, enracinées. Car l'utopie saint-simonienne survalorise tout ce qui est mobile, ce qui change, ce qui passe, et s'oppose à tout ce qui est enraciné, à tout ce qui est permanent. On est là tout à fait dans la ligne. Vous voyez, d'où le simple fait qu'il donnait à son nom à la fois slogan et nom de son mouvement, En Marche. Et c'est cette utopie du... vous voyez, quand le livre qu'il avait écrit avant la première élection présidentielle s'appelle Révolution. Révolution, c'est la révolution politique, etc. Il appelle ça la révolution démocratique. Mais ça bouge, c'est la révolution, c'est ça que ça veut dire. Hein. La révolution de la Terre autour du Soleil, hein, ça tourne constamment. C'est le revolver, c'est le barillet qui bouge. Vous voyez, c'est cette idée de mouvement perpétuel. Voilà. Bien. Comment ? Révolution n'est pas évolution. Non, 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 absolument. Il faut que ça bouge toujours. Il faut que ça bouge toujours. C'est permanent. Bon. Oui, oui, mais oui, c'est vrai. Ça peut, bien. Allez, je passe vite. Excusez-moi, c'est toujours cohérent ce que je vous raconte là. Vous me dites. Hein. Bon, je passe sur d'autres exemples qui pourtant sont éclairants, mais ça fait rien. Bon. Donc, il est également dans la filiation de Saint-Simon par l'idée que le domaine politique est lié aux temps anciens et qui doit être remplacé par les échanges, par les flux de toutes sortes. Le remplacement du gouvernement des hommes par l'administration des choses. Vous voyez ? Le politique doit être au service, d'après Saint-Simon, au service de cet horizon économique
et technologique. Eh bien, Emmanuel Macron le reprend pas en mettant en valeur le chemin de fer, etc., hein, mais il parle du numérique, vous voyez, et de tout ça. Il est bien l'héritier de Saint-Simon, notamment lorsqu'il valorise la notion de progrès. Cette idée qu'il y a un sens inéluctable de l'histoire, du moins bien vers le meilleur. J'aurais pu vous faire beaucoup de lectures, mais je ne veux pas trop m'attarder. Dis-je, en essayant de faire. Non, mais ça ne fait rien. La civilisation dans laquelle nous entrons est celle d'une société dont les contours ne sont plus un seul pays, mais le monde. Elle est faite de flux, de marchandises, d'hommes, d'argent, partout et en permanence à travers la planète. Bon, enfin, vous voyez, vous allez me dire, mais il y a du vrai. Oui, mais enfin, lui, la conclusion qu'il en fait, c'est que c'est ça qu'il faut. Quand il dit, page 64, là aussi, il faut réinventer la France. Il faut réinventer la France. Hein, c'est rien que ça. Hein. C'est tout à fait totalitaire comme formule. Réfléchissez bien. Il faut réinventer la France. C'est comme Taubira, là, quand elle disait, on va changer de civilisation. Oui, bon. Oui, enfin, les Français le savent bien, et ils sont prêts à réinventer notre pays. Enfin, bon, il y a plein de choses qui vont en ce sens. Vous voyez, donc, l'homme et la société doivent être en mouvement permanent. Alors, il a pu faire avancer cette conviction sur le plan de la dislocation sociétale, par exemple avec la PMA sans père, comme il est en train de le faire maintenant pour l'euthanasie. Et vous voyez, l'utilisation du préfixe trans est très chère à son vocabulaire. C'est cher à l'univers du Nouveau Monde. Il y a un de ces chapitres qui s'appelle « Transformation ». Plutôt que réforme, très souvent il parle de transformation, de transparence, de transhumanisme, de transgenre, etc., etc. Vous voyez, ce préfixe y porte l'idée que la vie humaine, l'histoire, réside dans le passage toujours renouvelé d'un état à un autre, sans que l'homme soit assigné à un lieu, à un statut, à une profession, à un genre sexuel. Tout est passable. On n'est pas assigné à aucune de ces choses qui sont statiques. Vous pouvez penser que j'exagère, mais... j'essaie de vous lire ça. Là, il parle de la profession, mais c'est pareil. L'univers professionnel dans lequel nous évoluons depuis des décennies est en train d'être révolutionné. L'entreprise ne sera plus le lieu de travail de toute une vie, sous le régime du contrat à durée indéterminée. Le temps et le lieu du travail se dissocient entre le travail dans l'entreprise, chez les clients, dans les lieux de travail partagés ou à la maison. On changera de plus en plus d'entreprises, de secteurs et de statuts. Cette évolution est inévitable. Il pourrait dire, bon, mais je le constate, mais bon, il y a une part de choses qui est inhumaine, les gens veulent vivre et travailler au pays, par exemple. Oui, non, il dit non, et il s'en réjouit. C'est cet état d'esprit, vous voyez, le mouvement, c'est la vie, en quelque sorte. Bon. L'homme, la société doivent être en mouvement permanent, en marche perpétuelle. Il ne cesse de le répéter qu'il faut changer de région, de métier autant de fois qu'il le faut dans une vie, qu'il ne faut pas s'enraciner dans des statuts fixes. Donc c'est l'utopie de la migration permanente, d'un lieu à un autre, d'un métier à un autre, d'un amour à un autre, d'un genre à un autre. Voilà, l'utopie postmoderne est celle du changement, où les limites ont disparu. Tout peut se transformer et le mouvement de perfectionnement, parce que ça va toujours dans le sens d'une amélioration, hein, comme le sens de l'histoire marxiste, se poursuit indéfiniment. Alors, on pourrait dire que le bilan de cette utopie est maigre. Bon, je ne vais pas vous parler de la révolte des Gilets jaunes, par exemple, qui a quand même été une force de résistance à toutes ces bêtises, ou le rêve de transformation de la France en start-up nation, hyper mobile. Bon, ça s'est heurté à quelques résistances du réel, comme je vous l'ai évoqué avant.
Voilà, il n'a pas pu avancer autant qu'il le voulait dans son obsession de la transformation et du mouvement. Mais cependant, il est allé plus loin que ses prédécesseurs. Il a osé des choses qu'aucun de ses prédécesseurs, justement, n'avait osé. Par exemple, comme vous l'avez mis dans un de vos journaux, il y a une photo, notamment, par exemple, s'afficher avec des danseurs ou chanteurs transgenres à moitié nus dans la cour de l'Élysée. Vous voyez, ou l'invitation des youtubeurs McFly et Carlito, c'est ça, à l'Élysée. Ça pourrait apparaître des bouffonneries ou des caprices d'adolescents. Mais c'est beaucoup plus que ça. Voilà. Il s'agit dans son esprit, c'est là où il y a une cohérence chez Emmanuel Macron, de transformer, vous voyez, il s'agit pour lui d'être toujours dans le passage, dans la transgression. Voilà. De transformer ce pays d'héritier, de tradition, en autre chose. C'est ça, vous voyez, la cohérence d'Emmanuel Macron. Voilà. Alors, je vais terminer là-dessus sur la partie qui est, à mon avis, la plus importante, mais ça va plus que pour quelques minutes. Voilà. Donc, la réponse à la question à quoi le macronisme est-il le nom? Alors, certes, on peut dire du progressisme, et on peut ajouter, pour faire savant, mais je suis d'accord avec l'analyse de Frédéric Rouvillois, dans sa version progressisme, dans sa version saint-simoniste. Mais il faut aller plus profondément. Parce que Saint-Simon, il n'est pas venu de rien. Il n'est pas ex nihilo, une pensée qui est arrivée de rien. Saint-Simon, c'était un admirateur de la Révolution française. Saint-Simon, c'était quelqu'un qui était admirateur des idéaux égalitaristes. Je n'ai pas dit d'égalité, hein, une égalité en dignité qui est bonne. Je parle d'égalitarisme, de vision de la liberté qui tient plus de l'aspect libertaire que le fait de posséder son destin. C'est tous les idéaux de la philosophie des Lumières dont ils sont tous les deux les héritiers. Même s'il y a des aspects de leur pensée qui est focalisé plutôt sur un aspect que sur un autre. Voilà, le souci d'en finir avec l'ancien régime et d'en finir avec le vieux monde pour créer un nouveau régime et un nouveau monde, c'est tout à fait parallèle. Il y a une filiation absolue. Ce qu'il faut dire, c'est que Emmanuel Macron, c'est l'homme du système républicain, qu'il ne contrevient absolument pas aux Lumières. Il s'en réclame, non seulement qu'il s'en réclame, mais qu'il en est la quintessence. Emmanuel Macron, il ne fait que parachever le processus de déconstruction de l'être français dans toutes ses composantes du pays réel, commencé avec la Révolution française et qui continue. Tout comme en 89, on a supprimé les provinces en créant ce truc artificiel qui étaient les départements. Tout comme on a interdit par la loi Chapelier le fait de se grouper selon ses métiers, etc. Eh bien, aujourd'hui, ça continue. Et ça continue, et ça va toucher jusque de la plus petite identité de l'être français, qui est l'enfant à naître, ou même la façon dont il peut être conçu, parce que je ne vais pas parler du bilan bioéthique d'Emmanuel Macron, mais enfin, avec la marchandisation d'embryons, etc. Mais on est là dans l'ignoble, mais un ignoble dont la filiation directe vient de cet esprit libertaire, de souci de l'homme qui doit être tout à fait autonome par rapport à l'ordre naturel, parce que la loi, cette fausse conception de la loi démocratique et la conformité de la loi avec ce que l'on veut, voilà, et non pas ce qui est ordonné au bien commun, eh bien tout ça, ça nous vient de la Révolution française. Et par conséquent, ça ne sert pas à grand-chose de s'en prendre simplement à l'homme, parce que l'homme, c'est l'héritier de tout cela. Et que par conséquent, la réponse aux serviteurs de la nation, ça ne peut pas être un Emmanuel Macron, parce qu'un Emmanuel Macron, c'est précisément l'homme du système démocratique et de ce système qui est fait pour perdurer. Car au nom du progressisme, de la République, de l'Europe, etc., on invite les Français toujours à rester dans le même carcan. On ne peut pas en sortir. Voilà. Ils peuvent vous parler de toutes les émancipations, sauf l'émancipation de la République. Et on parle d'ailleurs de réforme de l'État,
Mais il n'y a jamais eu de réforme de l'État. Ne prenez pas le passage au quinquennat qui est pour une réforme de l'État ou l'histoire de la parité. Il n'y a pas de réforme de l'État. L'État, il reste démocratique, il perd en plus de sa substance. Je vais vous montrer la contradiction avec l'affirmation de la souveraineté nationale et la perte de souveraineté nationale en jouant la carte de la souveraineté européenne. Mais on en est là. Il y a incontestablement et des intellectuels de gauche, de droite plutôt pour ceux que je vais citer, s'il faut faire des classements comme ça, on redécouvre le besoin de nation, mais il y a par conséquent un besoin de serviteur de la nation. Et le serviteur de la nation, ça ne peut pas être l'homme du système actuel. Vous voyez ? Ça ne peut être que l'homme de la nation. Eh bien, c'est justement ce que la définition du roi. Le roi, par définition, c'est l'homme de la nation. Si vous dire, ça c'est bien vu, là, tous les gens qui ont regardé l'enterrement, enfin pas l'enterrement encore, mais la mort d'Élisabeth et puis la nomination de Charles III, mais c'est bien vu, on a vu toute une nation derrière sa famille chef. On peut en rire, on peut en dire ce qu'on veut, on peut dire, ouais, mais c'est pas la monarchie qu'on voulait. Peu importe. On a vu ça. Le roi, par nature, c'est l'homme de la nation. C'est par nature le souverain et c'est par nature le fédérateur. Tout ce qui manque aujourd'hui. Vous voyez ? Et c'est ça qu'il faut que nous montrions. Donc, besoin de nation encore qui s'affirme de plus en plus. Donc, besoin de souverain et non pas de sa caricature. La République sera toujours l'absence de roi. Vous voyez ? Pas un homme du système, mais il existe une autre façon de faire de la politique et c'est celle que nous défendons. Donc, vive le roi.